Bonjour à tous. Alors, c'est une première, cette vidéo est tournée un matin, donc on va essayer. Alors, bonjour et bienvenue. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer la réalisation d'une carte thématique qualitative. Je vais vous expliquer les grandes étapes, les grands principes, vous donner quelques conseils, et c'est déjà pas mal. J'avais fait une vidéo sur les cartes thématiques qualitatives, il me semblait important de faire une vidéo sur les cartes thématiques quantitatives. Pardon, c'est l'inverse, mais c'est pas très grave, je pense qu'on s'est compris. Eh bien, c'est parti pour les explications et c'est parti pour la suite. Alors, dans une carte thématique quantitative, on va rencontrer trois types de symboles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser trois types de symboles. Les symboles ponctuels, les symboles linéaires et les symboles surfaciques. Paniquez pas, je vais vous détailler tout ça dans la suite. Alors, je voulais commencer par ça parce que c'est l'étape la plus importante pour moi dans la réalisation de votre carte. Et la raison est très simple. C'est que dans votre carte, vous allez chercher à mettre le plus d'informations possible. Donc, il va falloir que vous utilisiez les symboles les plus clairs possibles. Et l'objectif est au final que vous puissiez superposer de l'information correctement et que votre carte soit lisible. C'est à peu près tout pour l'introduction et les généralités. On passe maintenant à la suite et on va parler des symboles surfaciques. C'est parti pour les symboles surfaciques. Alors, sur une carte, il y a toute une série d'éléments qui peuvent représenter par des surfaces. Et en général, ces éléments sont eux-mêmes caractérisés par une surface. Donc ça tombe sous le sens, mais je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Ça peut être les affectations du sol, le relief, les zones climatiques, les ethnies, les densités de population, etc. Tous ces exemples-là, toutes ces variables-là, peuvent être représentées par des surfaces. Bon. Alors, les surfaces, en général, on utilise des symboles de couleurs différents pour les distinguer. Par exemple, on va utiliser le jaune pour les cultures et le vert pour l'élevage. Mais elles ont un autre avantage. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des plages de couleurs, par exemple, pour les affectations du sol, mais vous pouvez aussi utiliser des hachures. Et l'autre avantage des hachures et des plages de couleurs, c'est que ce sont deux symboles qui se superposent très bien. À condition de faire ça proprement, bien sûr. Mais ça, les gars, c'est le même principe pour tout. Si vous êtes précis, si vous êtes soigneux, votre carte sera plus lisible et votre travail sera meilleur. Alors, il y a une autre chose qu'on peut représenter, c'est l'intensité des phénomènes. Donc, typiquement, au niveau de l'intensité des phénomènes, c'est très simple. Les phénomènes de faible intensité vont être représentés par des couleurs claires, alors que les phénomènes de forte intensité vont être représentés par des couleurs plus foncées. Par exemple, une zone de relief faible va être représentée par une couleur plus claire, et une zone de relief plus marquée va être représentée par une couleur plus foncée. Alors vous allez me dire, monsieur, quelle est la différence entre une carte thématique qualitative et une carte thématique quantitative? Ici, la différence n'est pas évidente à saisir, elle est assez ténue. Mais elle est en même temps très simple. En fait, sur une carte thématique qualitative, vous allez indiquer par exemple les zones où le relief est peu marqué, par exemple les zones de plaine, et les zones où le relief est fortement marqué, ce sont les zones de montagne. Sur une carte thématique quantitative, vous allez indiquer l'altitude en mètres. D'accord? Mais donc, à retenir pour les symboles surfaciques. Donc, on les utilise en général pour des choses qui sont caractérisées par des surfaces, des choses comme les affectations du sol, le niveau d'altitude, etc. On utilise des couleurs différentes pour distinguer les activités, pour distinguer les éléments. Et on peut utiliser des hachures, et on peut même les superposer avec des plages de couleurs. Ça passe très bien à condition d'être soigneux et d'être précis. Et si on veut représenter l'intensité des phénomènes, eh bien, on va utiliser des couleurs claires pour les phénomènes de faible intensité, alors qu'on va utiliser des couleurs plus foncées pour des phénomènes de forte intensité. C'est à peu près tout pour les symboles surfaciques. On va passer maintenant aux symboles linéaires. Parlons maintenant des symboles linéaires. Alors,
les symboles linéaires sont utilisés pour représenter des éléments, ce qui est encore une évidence, linéaires. Typiquement, les routes, les voies de communication au sens large, ça peut être aussi des frontières, ça peut être des limites de zones climatiques. On peut aussi représenter par exemple l'altitude. Alors là, on tombera plutôt dans une carte thématique quantitative puisqu'il s'agira de représenter l'altitude par des courbes de niveau. On peut représenter aussi des isohypses, c'est-à-dire des courbes qui relient les points où la pression atmosphérique est identique, etc. Donc ça, c'est une série de symboles linéaires. Alors, j'en parle à la suite des symboles surfaciques pour une raison toute simple. Je recommande en général de commencer par les symboles surfaciques, c'est-à-dire de réaliser les surfaces, puis de passer aux symboles linéaires. Au niveau du choix des symboles, on peut jouer sur plein de choses différentes. Typiquement, on peut utiliser des traits continus, des traits discontinus, ou alors des lignes un peu moins classiques, ou des lignes ou des symboles linéaires un peu plus originaux. D'accord ? On peut aussi représenter l'intensité des phénomènes. Par exemple, les voies de communication plus importantes seront représentées par un trait plus épais et les voies de communication secondaires par un trait plus fin, etc. Mais dans les symboles linéaires, on représente aussi les flèches et les flux. Alors, je vais prendre un exemple très simple qui va vous parler tout de suite. Par exemple, on peut représenter un flux de migrants entre différents territoires. Je rappelle quand même qu'un migrant, c'est quelqu'un qui quitte un territoire A pour aller sur un territoire B. Ni plus, ni moins. D'accord ? Si vous allez passer des vacances en Méditerranée, eh bien vous, les gars, vous allez quitter votre pays pour aller dans la Méditerranée, donc vous quittez un territoire A pour aller vers un territoire B. Là encore, on peut jouer aussi sur la couleur, on peut aussi jouer sur le fait d'utiliser des traits continus, discontinus. Et si on veut représenter un flux important, on représentera le flux par une plus grosse flèche et un flux moins important par une flèche plus petite. Alors, la remarque que je vais faire est identique à celle que j'ai faite pour les cartes thématiques, à celle que j'ai faite pour les symboles surfaciques. La différence entre une carte thématique qualitative et une carte thématique quantitative, c'est tout simplement que sur une carte thématique qualitative, si vous indiquez l'intensité d'un phénomène, vous allez dire s'il est important ou moins important. Sur une carte thématique quantitative, vous allez utiliser des chiffres. C'est à peu près tout pour les symboles linéaires. Passons maintenant aux symboles ponctuels. Et bien maintenant, il nous reste la dernière catégorie de symboles, c'est-à-dire les symboles ponctuels. Alors en fait, on essaie de représenter par des symboles ponctuels tout ce qui est dépourvu de surface et tout ce qui est dépourvu de longueur. Donc je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous voulez représenter la localisation d'une ville sur une carte, si vous représentez la localisation d'industries, de ressources minières, de cimetières, d'églises, vous allez utiliser des symboles ponctuels. Alors ici, vous avez quelques exemples. Vous pouvez jouer sur la couleur, mais aussi sur les formes. Et c'est à peu près tout. Alors, vous pouvez aussi représenter des intensités grâce à des symboles ponctuels. Par exemple, vous pouvez représenter les petites villes, les villes moyennes et les grandes villes, voire les villes très importantes. Il suffit juste de jouer sur la taille du cercle. Alors, vous pourriez utiliser un cercle, vous pourriez utiliser un carré, ça c'est vraiment au choix. Et bien sûr, encore une fois, la différence entre une carte qualitative et quantitative, c'est que sur une carte thématique qualitative, vous allez dire qu'il s'agit de villes importantes, moins importantes ou ou plus petites. À l'inverse, sur une carte thématique quantitative, vous allez attribuer des chiffres à ces symboles, et par exemple, ce sera des tailles de population. Voilà, nous avons évoqué les 3 types de symboles pour des cartes thématiques qualitatives. Je vais passer maintenant à quelques principes qui sont plus une question de bon sens. Bref, je vais en parler tout de suite. C'est parti pour la suite.
Alors, je vais aborder maintenant quelques principes très très rapidement parce que je les ai déjà évoqués sans les nommer comme ça, enfin, sans dire qu'il s'agissait des fameux principes en question. Alors tout d'abord, une carte thématique de synthèse, elle est utile pour plusieurs raisons. Déjà, elle peut vous servir d'aide-mémoire. Donc en théorie, si elle est bien faite, et vous verrez que c'est le cas la plupart du temps, mais si elle est bien faite, vous pouvez relire votre carte dans 2 mois, vous vous rappellerez de ce sur quoi vous avez travaillé, ce qu'elle essaie de raconter. Une carte peut aussi servir d'outil d'aide à la décision. Et oui les gars, les cartes, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour se trouver dans des atlas, c'est aussi un outil d'aide à la décision. On pense par exemple à des cartes nécessaires pour comprendre et essayer de résoudre un conflit géopolitique. Et enfin, on peut aussi tirer des infos qui répondent à une problématique. Alors, il y a quelques principes, mais c'est des mots compliqués, mais qui désignent des choses extrêmement simples. Déjà, il y a la subjectivité. Donc, une carte, ce n'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité. Ne perdez jamais ça de vue. On ne peut pas tout représenter sur une carte, donc il faut faire des choix. Il y a le principe de proportionnalité. Pour faire court, les phénomènes importants sont représentés par des grands symboles, ok, et les phénomènes moins importants par des symboles plus petits. Typiquement, une grande ville sera représentée par un cercle de taille plus importante qu'une ville plus petite, ou moins importante. La règle Tello, c'est très simple. La règle Tello, ce qui doit toujours se trouver sur votre carte, c'est le titre, l'échelle, la légende et l'orientation. Alors, pour ce qui est de l'universalité, c'est très simple. C'est qu'un phénomène important doit être représenté par une couleur foncée et un phénomène moins important par une couleur plus faible. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu la même logique que pour la proportionnalité, mais ici ça va plutôt s'appliquer à des plages de couleurs, si vous voulez. Et enfin, la spécificité, et ça c'est important. Si vous parlez des affectations du sol, et que vous choisissez de représenter certaines affectations par des couleurs, vous devez représenter toutes les affectations du sol par des couleurs. Ne commencez pas à changer de symbole ou de type de symbole pour parler d'une même chose. Ok? Donc ne perdez pas ça de vue. Donc utilisez des couleurs, mais n'utilisez que ça. Utilisez des hachures ou n'utilisez que ça. Si vous représentez par exemple, je ne sais pas moi, un exemple très simple. Si vous représentez les précipitations sur un territoire, vous pouvez utiliser des hachures en jouant sur l'orientation, sur l'écartement entre les hachures, sur l'intensité, etc. Mais vous devez continuer d'utiliser des hachures. Voilà, c'est à peu près tout pour les grands principes. On se retrouve dans la conclusion. Eh bien, c'est parti pour la conclusion. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, je pense travailler davantage dans les semaines, les années à venir avec des capsules vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, je peux exprimer plus de choses en moins de temps. Et donc, ça va rendre en fait l'acquisition de la théorie, je pense, beaucoup plus facile. De plus, l'autre avantage que vous allez avoir, et ça, c'est pas à sous-estimer, vous allez pouvoir me mettre en pause et vous allez pouvoir apprendre à votre rythme, ce qui est quand même relativement merveilleux et ce qu'on ne peut pas faire dans un vrai cours. Voilà. Alors, pour ce qui est de la carte thématique qualitative, il y a encore une chose que je n'ai pas dite, mais c'est du bon sens au niveau du choix des couleurs. Bon, si vous représentez de la végétation, s'il vous plaît, utilisez du vert. Si vous représentez de l'urbanisation, vous pouvez utiliser du noir. Si vous voulez représenter des plans d'eau, des cours d'eau, utilisez du bleu. Enfin, bref, s'il vous plaît, réfléchissez un peu et ne me dessinez pas ou ne me coloriez pas des océans en orange. Je sais que les océans sont pollués, mais intuitivement, c'est pas très parlant. Je ne vous prends pas du tout pour des imbéciles, mais j'ai déjà des étudiants qui me l'ont fait. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon boulot à tous, on se retrouve dans d'autres vidéos ou en live ou en présentiel. Et bonne semaine à tous, à bientôt.